Ah, les antagonistes. Certains sont à l'origine des plus grosses trahisons et autres crimes qu'on ait vus en fiction, en ayant au passage traumatisé plus d'un. Mais alors pourquoi est-ce que certains fascinent autant, et parfois même plus que les héros avec qui ils partagent l'affiche? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste grâce à un flashback triste qui justifie leurs actes. Il y a bien d'autres facteurs qui les rendent inoubliables, et d'ici la fin de cette vidéo, on va explorer ensemble, avec plein d'exemples, ce qui fait que certains antagonistes restent gravés dans nos mémoires. Installe-toi confortablement, on plonge dans l'univers des plus grands antagonistes. D'accord, mais qu'est-ce que j'entends par grand antagoniste? Je pense à ceux qui, malgré leurs différences, continueront à faire parler d'eux encore longtemps. Et ça, qu'ils viennent de mangas à suspense ou d'action. Dans cette vidéo, on parlera aussi bien de Naruto que de 20th Century Boys en passant par Jojo. D'ailleurs, petit disclaimer, on va discuter de ces œuvres-là. Pour en revenir aux antagonistes, j'ai cherché les points que je trouvais les plus pertinents et les personnages qui les illustraient le mieux. N'hésite pas à partager ton avis si tu n'es pas d'accord, on est ici pour en discuter. Revenons à la base de tout. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui fait le plus avancer une histoire? Si je te dis « on est dimanche, Saitama fait des courses pour son dîner », ou si je te dis « on est dimanche, il reste plus que 10 minutes à Saitama pour faire ses courses pour son dîner ». Tu vois, j'ai ajouté juste quelques mots, mais t'as déjà cette petite tension. T'es pas chamboulé non plus, mais tu sens que le temps joue contre lui. Du coup la réponse, c'est ça, c'est le conflit, c'est ça qui fait le plus avancer une histoire. Il y a deux sortes de conflits, ceux que le héros ressent à l'intérieur, comme la peur du rejet, et ceux qui viennent de l'extérieur, comme un personnage, les fameux antagonistes. Parce que c'est littéralement ce que ça veut dire, ceux qui s'opposent à ceux qui luttent. On va voir pourquoi les meilleurs sont plus qu'un obstacle, comment à leur façon ils incarnent les thèmes, comment leur relation pousse le protagoniste à évoluer, et le plus important, comment tout va atteindre son apogée pendant le climax, qui est le moment où la tension est à son maximum. On va commencer par parler des différents types d'antagonistes. Petit jeu, je t'en mets plusieurs à l'écran et t'essayes de deviner comment ils sont catégorisés la plupart du temps. Et oui, tu le reconnais à sa façon de faire le mal, c'est le type le plus populaire, le vilain. Pardon, je le refais. Le vilain. De quoi on parlait déjà? Ah oui, le vilain. Le vilain, c'est celui qui fait le mal pour des raisons très souvent égoïstes. D'ailleurs, je suis curieux de savoir s'il y en a un qui t'a particulièrement marqué. À part ça, ils sont de deux types. Ceux que l'on déteste pour leurs actes horribles, comme ce cher Tucker dans Full Metal, je suis sûr que t'as lâché une insulte à rien qu'en voyant sa tête. Et ceux qu'on aime malgré leurs mauvaises actions, un peu comme Dio dans Jojo. Est-ce que tu te demandes pas pourquoi c'est ça le type le plus populaire? Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on a envie de les voir perdre? Ou c'est parce que quelque part on est un peu attiré par le mal? Je dirais que c'est grâce à leur simplicité. Ils sont francs, donc faciles à comprendre, et c'est là que les meilleurs se démarquent, car ça veut aussi dire qu'ils peuvent être facilement prévisibles. Mais du coup, qu'est-ce qui fait un bon vilain? Est-ce qu'il faut juste lui ajouter un flashback triste qui rajoute de la profondeur à son personnage? J'ai envie de te répondre que c'est pas indispensable. Makima dans Chainsaw Man n'a pas de backstory, d'arc de la rédemption, et pourtant c'est vraiment un antagoniste mémorable. Mais le flashback est effectivement une solution efficace. Celui de Doflamingo dans One Piece est un bon exemple, car tu apprends à connaître le personnage, son entourage, et ça ajoute du lore à l'histoire au global. Un bon flashback doit construire le personnage, pas juste justifier ses actes. En plus du flashback, une autre méthode consiste à rendre le vilain sympathique. Comment ne pas aimer les moments dans Jujutsu Kaisen où les fléaux, les méchants de la série, se réunissent pour jouer à des jeux de société ou aller à la plage. On dirait plus une bande de potes que des personnes qui vont ruiner des milliers de vies. Ou encore, ce qu'a fait My Hero Academia qui était vraiment cool, c'est de passer une partie de l'histoire avec eux. Je t'avoue qu'à la fin j'avais plus de liens avec Twice qu'avec certains héros de la série. Tu me demandes qui j'ai envie de voir mener une vie heureuse entre lui et le gars qui fait du scotch? Mon choix est vite fait. La dernière méthode, qui ressemble presque à un code de triche, c'est le charisme. Certains vilains sont iconiques déjà juste grâce à leur charisme. Même sans flashback, motivation complexe ou conflit interne. Prenons Freezer par exemple. Pas besoin de tout ça, il incarne les forces du mal parfaitement et ça serait mentir de dire qu'il n'est pas iconique. Freezer a aussi un autre élément des grands antagonistes dont on parlera plus tard dans la vidéo. Les vilains sont vraiment ceux qui font le plus avancer l'histoire. Ils agissent et les héros réagissent. Kira dans la partie 4 de Jojo incarne parfaitement ça. Bien qu'il cherche ni pouvoir ni conquête, on apprend à le connaître, lui et ses habitudes. Et d'ailleurs, la seule chose qui fait qu'on doit l'arrêter rapidement, c'est sa fâcheuse habitude à collectionner les mains de femmes. À part le vilain, il y a d'autres types qui sont assez subjectifs, donc n'hésite pas à intervenir. Il y a celui qu'on appelle l'anti-vilain. Lui va s'opposer au protagoniste, mais avec les meilleures intentions, sans hypocrisie, ou sans forcément vouloir faire le mal. Stein dans My Hero Academia veut purifier le système des héros qu'il trouve corrompu, ceux qui agissent pour la gloire et pas par altruisme. Tsukasa dans Dr Stone, comme Senko le protagoniste, il veut aider les humains qui ont été pétrifiés sur Terre,
mais seulement les jeunes pas corrompus. Et je me demande si ça correspond pas à beaucoup d'antagonistes dans les œuvres de sport aussi. D'ailleurs, petite recommandation, regardez Ping Pong. Ensuite, on a le faux antagoniste. C'est un allié qui se fait passer pour un ennemi afin de faire progresser le protagoniste ou l'histoire. L'exemple le plus parlant, c'est ce cher Itachi dans Naruto. A l'opposé, l'antagoniste caché se présente comme un allié dès le début, mais se révèle être un ennemi plus tard. Exemple, Aizen dans Bleach, qui est l'un des personnages préférés de beaucoup de monde. Puis on a l'antagoniste qui est en fait un héros. Cas assez marrant, car on est souvent contre eux même s'ils font le bien. Le plus souvent, ils représentent la justice. Là on part dans des cas un peu plus méta, mais il y a aussi les antagonistes qui sont des lieux ou des éléments. Exemple dans Tenki no Ko ou les Ghibli, l'antagoniste, la source du conflit, c'est souvent la nature. Un autre exemple intéressant, dans Cyberpunk Edge Runner, où la ville de Night City elle-même devient l'antagoniste symbolique. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans le générique. La vraie personne qui fait face à David, le protagoniste, c'est la silhouette de Night City, la ville à l'origine de tous les problèmes dans l'anime. Ensuite, pour finir, l'antagoniste qu'on dit interne, c'est ce qui va représenter des émotions. Dans Evangelion, le plus grand ennemi de Shinji, c'est pas ces créatures titanesques ou les différentes organisations quasi-sectaires. C'est ses doutes, sa peur de l'abandon et son besoin désespéré de reconnaissance qui font de lui son propre antagoniste. Quelle que soit sa forme, l'antagoniste joue un rôle essentiel, en forçant le protagoniste à évoluer, tout en révélant des aspects profonds du monde ou des personnages que l'on n'aurait pas découverts sans lui. Ça marche très bien avec un seul élément, mais tu peux parfaitement en avoir plusieurs. Dans l'Attaque des Titans, le groupe d'antagonistes qui fait face à Eren, c'est les Titans en eux-mêmes. L'antagoniste, quand il est présent, c'est souvent ce qui fait passer une bonne histoire à une œuvre mémorable, et ça commence dès l'introduction. Pourquoi c'est si important l'introduction ? Très simple, imagine tu suis une œuvre qui parle de ninja. Tu parcours chapitre après chapitre, année après année, les différentes mythologies. On te tisse des personnages littéralement légendaires. On crée du mystère tout autour, un héritage génération par génération, toute une construction, pour qu'à la fin, l'antagoniste final soit un alien mentionné 9 chapitres avant. Bon, bah on pensera ce qu'on veut de la fin de Naruto, mais je trouve que ça fait quand même un peu tâche. Parce que oui, je parle de Kaguya. Crachez-lui dessus. On te dit que c'est un personnage dangereux, mais on te le fait pas ressentir en amont. Il y a plein d'autres antagonistes dans Naruto qui le font très bien. Autre exemple, j'oublierai jamais l'introduction de Kaido. Et entre sa première mention, son apparition et le premier affrontement, t'as plusieurs années de construction. Tu te dis sûrement que toutes les œuvres peuvent pas faire 20 ans de construction comme One Piece. Et je vais te répondre que t'as totalement raison. Mais il y a quand même des cas d'antagonistes sur un seul arc qui sont incroyables, dont un dont on parlera plus tard dans la vidéo. Les antagonistes peuvent être introduits de deux manières principales. Dès le début de l'histoire, avec une construction continue, ou graduellement par le biais de mystères, de rumeurs, de témoignages, avant la grande révélation. Un peu à la manière d'une enquête policière. En tout cas, il faut qu'on ressente sa présence. C'est particulièrement le cas dans l'Attaque des Titans avec tout le mystère autour du titan bestial. Juste savoir qu'il parle, ça a été une information. Et plus on le voit, et plus il y a du mystère autour de lui et de sa relation avec Eren. Avec les personnages dont la moralité est complexe, c'est vraiment bien quand l'histoire laisse des petits indices et tout dévoiler des motivations au moment du climax. Mais si on est face à des vilains, l'avantage c'est qu'on peut connaître toutes les motivations dès le début, ça pose pas de soucis. Toute cette construction de personnages peut dépendre du genre aussi. Par exemple dans les œuvres d'Urasawa, qui est un expert dans le suspense, on ne sait que très peu de choses des antagonistes, et c'est parfait pour le mystère. Et si on regardait un cas concret ? Tu l'as compris, on va parler de Pain. Pourquoi lui et pas Obito, Madara ou même Kaguya ? Parce que de tous les antagonistes de Naruto, c'est lui qui s'oppose vraiment à Naruto de la manière la plus forte. Et ça, sans parler du fait qu'il faisait le même professeur ou bien le même clan. J'ai l'impression que c'est le seul qui a vraiment réussi à le faire douter, surtout avec son discours autour de la justice lors de leur affrontement. Mais tout ça commence bien avant. Tu te rappelles ces moments où on voyait Pain juste comme une ombre pendant les réunions ? Même quand il n'était pas mentionné directement, on sentait toujours son influence à travers l'Akatsuki. Il y a toujours eu un mystère autour de leur objectif, et quand tu vois la puissance des membres, tu te doutes que Pain est puissant. Pas besoin de plus. Tu sais que c'est sérieux quand il fait pleurer nos héros, et l'audience au passage. Je te vois, et je te comprends. Donc, quand il se retrouve enfin face à Naruto, on est tous à fond, c'est ça le climax. Et le vrai point culminant, c'est pas le combat, c'est la conversation, l'échange de points de vue entre Naruto et Pain, qui au final explore les thèmes profonds qui font l'œuvre. Après l'introduction, un autre point essentiel, c'est celui qu'on va comprendre avec le copain Freezer.
Dis-moi, quelle est la différence entre ces deux situations? D'un côté on a Freezer, un tyran galactique longuement teasé, et présenté comme le supérieur des plus puissants adversaires qu'on a rencontrés jusque-là. En plus de ça, il s'améliore constamment et élimine littéralement les héros. Et ça facilement. Supplément, je prends le temps de me moquer d'eux. De l'autre côté, le même personnage qui se fait découper en 2 secondes par un adolescent inconnu sans aucune difficulté. Même personnage, mais ce second moment te laisse un mauvais goût par rapport à Freezer. C'est parce qu'il a arrêté d'être la force dominante de l'œuvre, et ça va être tout le sujet de ce point. Pourquoi c'est important que l'antagoniste soit dominant et comment c'est fait? Et au contraire, qu'est-ce qui se passe si l'antagoniste domine pas? C'est là qu'on parle de Jujutsu Kaisen. Le fait que l'invincible Gojo soit du côté des protagonistes retire absolument toute tension. Il n'y a aucun danger, aucune peur, et en vrai la première fois je me suis dit c'est cool qu'on voit le personnage le plus puissant dès le début, ça change. Mais c'est aussi pour ça que l'histoire a réellement pu commencer qu'après qu'il soit sorti. À ce moment-là, les ennemis qui semblaient être des jouets sont devenus de vrais dangers et de vraies étapes à gravir. Et c'est dans ces moments-là qu'on commence à vraiment respecter les antagonistes. Tu vois ce rire? On le respecte tellement plus après ce qu'on sait ce qu'il a fait à Marineford que quand il est à Jaya et qu'il se dispute pour de la tarte. Pareil, Madara tu le respectes quand tu le vois il fait pop un météore et il fait même fuir Naruto. Et que dire de l'attaque des titans où les titans forcent quand même l'humanité à rester prisonnier derrière les murs. À ce moment-là, quand Eren voit sa maman se faire boulotter, je peux te dire qu'il se sent pas comme la force dominante de l'œuvre. Pour résumer, c'est dur pour un antagoniste d'être mémorable et d'être une marche à gravir s'il est insignifiant. Là j'ai utilisé que des exemples qui impliquent le combat, c'est surtout parce que c'est plus visuel, mais t'inquiète pas, on va voir d'autres cas. Et ça commence tout de suite en parlant de 20th Century Boys et Monster. Je viens de les lire, alors ça fait un bon prétexte. Avec Johan et Ami, ou Tomodachi, je sais pas comment les gens l'appellent, ils n'ont pas de super pouvoir, pas de compétences spéciales, et pourtant ils incarnent le danger comme personne. Alors qu'au final ce sont juste des hommes. Enfin l'un est décrit pendant toute l'œuvre comme un monstre, et l'autre finit par être un dieu avec ses propres écrits. Pour commencer, regardons comment c'est fait dans Monster. Tenma, le protagoniste, cherche à arrêter Johan, le garçon qu'il a sauvé plus jeune, et qui est devenu un petit peu dangereux. Et dangereux, c'est un euphémisme en fait. À chaque témoin, à chaque incident, Johan devient de plus en plus terrifiant, même si au final, il apparaît que très rarement. Je compte plus le nombre de fois où il est désarmé et qu'on le met en joue, mais que t'as quand même l'impression que c'est lui le danger. Pour Ami, dans 20th Century Boys, au début c'est juste un gourou de secte, mais il gagne du pouvoir, influence son pays, puis au final va influencer le monde entier. Et ce moment où il ressuscite devant les yeux de tous, il atteint littéralement le statut divin. Et autant dire qu'une divinité vivante en termes d'antagoniste, c'est clairement la force dominante de l'œuvre. S'il était juste resté le délégué du quartier, ça aurait été dur d'avoir ce sentiment de danger. Mais là, derrière son masque, il impacte le monde. Je vais profiter qu'on ait parlé de Johan pour aborder le point suivant. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a ce feeling si particulier entre certains antagonistes et protagonistes? Que ce soit Johan Tenma, Elle et Light, ou encore Guts et Griffiths. Tu me connais, j'ai une petite histoire pour illustrer pourquoi. Imagine un enfant qui n'a jamais connu l'amour de ses parents, qui se retrouve sans rien avoir demandé réceptacle d'un démon, qui perd sa mère, peu de temps après sa naissance, et qui se retrouve, en plus de tout ça, haï par son village pour des raisons qui ne sont même pas en son pouvoir. Est-ce que je parle de Naruto ou de Gaara? Aucune façon de savoir, et c'est ça qui est incroyable. Ils sont une version différente du même destin, et c'est ça qui va créer de la tension. Car on les voit s'affronter, alors que personne ne peut mieux comprendre l'un que l'autre. Parfois c'est juste la chance ou une mauvaise journée qui fait que tu rejoins le côté obscur. C'est là toute l'importance d'avoir un antagoniste qui est d'une certaine façon le parallèle du protagoniste. Et là t'as souvent deux situations. Le protagoniste est celui qui va utiliser cette ressemblance, et donc aider l'antagoniste, ce qui se passe avec Gaara Naruto, ou alors c'est l'antagoniste qui explique ses actes, en disant au protagoniste qu'au final ils sont pareils, ce qui se passe avec Mahito et Itadori par exemple. Et du coup ça va pousser le protagoniste à se demander qu'est-ce qui les différencie vraiment. Et au final, dans l'attaque des titans, c'est ce que Eren essaye de faire comprendre à Reiner, en lui disant « Nous sommes la même personne ». Ils se battent tous les deux pour leur patrie, ils sont tous les deux envoyés chez l'ennemi, ils essayent tous les deux de sauver le monde et comprennent, tous les deux, que leurs ennemis ne sont pas les créatures maléfiques qu'on leur a décrites. C'est là où sa phrase prend tellement d'impact. Ce qui est complémentaire au parallèle, c'est quand l'un contraste l'autre. Ils ne sont jamais autant mis en valeur que quand ils sont face à face. Ça peut aussi bien être visuel, que plus profond et au niveau de la philosophie. Que ça soit leur rapport à l'ambition, ou celui de la vie et de la mort, ou encore celui de la justice. Dans Death Note, Light et Elle ont leur propre vision de la justice, et celui qui gagnera aura raison, comme dirait Doflamingo. Une autre façon de contraster, encore plus subtile, c'est dans les compétences.
Dans la partie 4 de Jojo, là où le pouvoir de Kira est de détruire tout ce qu'il touche, Josuke a le pouvoir de soigner avec le toucher. Je pense que c'est le moment de regarder un des antagonistes qui représente exactement ce qu'on vient de dire. Tu l'auras compris, on va parler du cas Meruem et Gon dans Hunter x Hunter. L'arc des fourmis chimères et Meruem sont cités par à peu près tout le monde quand on parle du meilleur arc ou du meilleur antagoniste. Et c'est à raison parce que c'est un exemple de comment écrire un magnifique antagoniste en un seul arc. Au début de cet arc, c'est les humains contre les chimères, très manichéen, très force du bien contre force du mal. Mais tout au long de l'arc, deux personnages vont être le fil rouge des thèmes. Et en fait, on pourra aller même plus loin en disant deux duos de personnages. D'un côté, Gon et Killua, et de l'autre, Meruem et Komugi. Pendant tout l'arc, Gon, qui a un respect pour les êtres vivants, va finir par ressembler à l'état initial de Meruem, qui est celui d'un être sans cœur prêt à tuer pour accomplir sa mission. Alors qu'à l'inverse, Meruem va prendre le chemin où il va finir par respecter la vie humaine, d'une certaine façon. Au début, t'imagines pas Gon menacer une enfant, ni Meruem entamer des négociations. Ce qui rend unique le climax de cet arc, c'est que c'est ni un combat, ni une discussion, vu que ça va être le développement de personnages qui ne se verront jamais. Et vraiment, tous les détails autour construisent cette conclusion. Et ça sans compter l'effort fait par le studio Madhouse dans le générique de fin. C'est parfait, ça va nous permettre d'aborder le climax. Parce qu'au fond, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça apporte? Imagine une œuvre qui prend le temps de créer une présence pour un antagoniste, qui sème des indices sur les motivations ou la personnalité de ce personnage. Un personnage qui représente une vraie menace, un danger. Tu sens qu'il faut faire vite et ne pas le laisser opérer. Et qu'après toute cette construction, il se passe rien de marquant. Tu vas te sentir volé, et t'auras raison, parce que tu mérites d'avoir une récompense. Il doit y avoir des contre-exemples où c'est intentionnel, mais la plupart du temps c'est comme ça. Pour résumer, le climax c'est ça. En plus de faire monter une marche à notre protagoniste, tester les limites de ses valeurs, et donc faire avancer l'histoire en parallèle. Dans Monster, Tenma se retrouve à devoir tuer pour sauver des vies. Car en sauvant Yohan, il a causé de nombreuses morts. Sans l'antagoniste, Tenma n'aurait jamais eu ce dilemme moral. Et du coup, l'objectif de ce dernier est de pousser Tenma à le tuer, et la résolution de ce conflit se trouve dans le climax de l'histoire. Si on cherche des antagonistes qui poussent les protagonistes, difficile de faire mieux que Griffiths et Guts. En côtoyant Griffiths, Guts réalise qu'il veut poursuivre sa voie et devenir son égal. Cette révélation pousse Griffith à agir de manière drastique, ce qui entraîne Guts sur le chemin de la vengeance. Leur relation incarne parfaitement le principe d'action-réaction. Je pense qu'il est temps de parler d'un cas concret. Tu l'as compris, on va parler de la partie 7 de Jojo. Funny Valentine, président des États-Unis, est présenté comme le vilain de l'histoire. Et pourtant, il va au cours de son climax contre Johnny Joestar nous faire douter via un flashback sur l'importance qu'a son pays pour lui. Et c'est là où c'est beau. C'est par patriotisme, qui est né via son père militaire et qui a continué à travers lui, le poussant à devenir président de son pays. C'est cet amour de son pays et en souvenir de son père qu'il s'est sali les mains. Ça me rappelle un certain ninja. Et le pire, c'est quand tu le contrastes au protagoniste, qui lui n'a que de l'indifférence pour son père et remarque que ses objectifs sont purement égoïstes. On est d'accord que la qualité d'un antagoniste, ça se mesure pas à ses motivations. Mais rendre ses motivations plus nobles et altruistes que le héros, ça c'est une qualité surprenante. Surtout quand c'est présent depuis le début. Mais vraiment, ça explose pendant le climax. Personnellement, comme Johnny, je me suis vraiment dit à la fin, oui, tu as raison Funny Valentine, tu mérites de gagner. C'est là que tu vois le pouvoir que peut avoir un politicien charismatique. En tout cas, ça a poussé Johnny à remettre en cause sa valeur, et ça l'a poussé surtout à faire le choix entre aider Funny Valentine et sa noble cause, ou alors le punir pour tout ce qu'il a fait, sous prétexte de patriotisme. En une conversation, on est récompensé d'avoir lu toute l'œuvre. Parce qu'on va avoir l'aboutissement de la construction de deux personnages qu'on suit depuis le début, aussi bien le protagoniste que l'antagoniste. À travers ce qu'on vient de dire sur Climax et Funny Valentine, on comprend que l'antagoniste est pas juste là pour donner quelque chose à faire au protagoniste. C'est pas une quête, il est pas en opposition juste par choix d'être en opposition. Évidemment, là je parle que de ceux qui ont pour volonté d'être mémorables. Ils doivent avoir une raison, un but et des désirs derrière leurs actions. À aucun moment, Griffith est décrit juste comme un obstacle dans l'histoire. Il est l'histoire, il est là pour ajouter des éléments. Dio lui introduit le concept des stands, Pucci modifie littéralement l'univers dans la partie 6, et Kaido enrichit notre compréhension du Haki. Le conflit, l'opposition entre l'antagoniste et le protagoniste doit sembler naturel. Ça doit être l'intersection de leur destin. Les grands antagonistes sont pas juste des outils qu'on utilise pour faire avancer l'histoire. Askeladd, c'est vraiment le protagoniste de son histoire. Il avait une vie avant de rencontrer Thorfinn. Enfin, c'est comme ça que tu le ressens. Et en fait, tout ça, c'est qu'une question de perspective.
En fonction d'où tu te places pour regarder l'histoire, la frontière entre antagoniste et protagoniste peut être très mince. Et s'il y a une œuvre qui illustre bien ça, c'est l'Attaque des Titans. Et Eren risque d'être une des raisons pour laquelle on parlera encore longtemps de la narration d'Attaque des Titans. Isayama a pas arrêté de jouer avec ce principe d'antagoniste-protagoniste en nous montrant que c'est qu'une question de point de vue. Eren est le protagoniste de l'histoire, mais à la fin, lorsqu'elle est racontée du point de vue d'Armin, Eren devient l'antagoniste. Et là c'est le combo. Une force dominante construite progressivement avec un objectif bien précis, qui n'existe pas juste pour être en opposition avec les autres, mais parce que c'est son désir, sa volonté la plus profonde de poursuivre une voie qui finira par l'opposer aux autres. Et c'est ce qu'il leur dit quand il ramène toute la troupe dans l'axe. Vous êtes libre d'avancer, je suis libre d'avancer, mais si aucun de nous ne change d'avis, nous finirons par nous opposer. Et la façon dont les actions d'Eren ont fait débat sur les réseaux montre à quel point il a réussi en tant qu'antagoniste. Parce qu'au fond, tous les personnages ont fait à un moment une action discutable. Toute proportion gardée avec le fait de détruire 80% de la Terre, mais tu vois à peu près ce que je veux dire. En ce qui concerne le parallèle et le contraste, quand tu le compares à Armin, qui ont tous deux eu la même enfance et le même rêve de liberté, se retrouvent tous les deux à avoir choisi un chemin très différent sur ce thème. Là où Armin envisage une liberté collective pleine de compromis et d'associations, Eren a une vision plus à son image et sans concession. Il vise la liberté absolue. Et au final, on comprend parce qu'on a passé des années avec lui, on sait ce qu'il a enduré. De la même façon qu'on a fini par créer des liens avec Reiner. Et en fait, être d'accord avec l'un ou l'autre, c'est pareil. Parce que comme l'a dit Eren, ils sont les mêmes. Ils ont été les antagonistes l'un de l'autre, mais avant tout les protagonistes de leur propre histoire. Un peu comme les deux faces d'une même pièce. Salut! Si t'es encore là, j'imagine que t'as bien aimé. Ou alors que tu t'es endormi et dans ce cas c'est un peu gênant. Mais en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, que ce soit en bien ou en mal, ou que t'aies des trucs à redire, les deux m'aident beaucoup. Et je tiens à remercier les 498 abonnés jusqu'à présent. Merci pour tout, et à plus tard!